Bonjour Arthur. Anthony. Et je suis ravi de pouvoir passer un temps d'échange avec toi parce que j'apprécie énormément ton travail. Et ça faisait très longtemps que je voulais justement un petit peu avoir ton regard sur la partie alimentaire parce qu'on sait que c'est un enjeu bien sûr qui est important. Avant d'en discuter, est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter? Donc je m'appelle Arthur Keller, je suis un expert des risques systémiques. Donc on va peut-être expliquer ce que ça veut dire, parce que ça ne parle pas forcément aux gens, et des stratégies de résilience. Voilà, donc globalement, les risques systémiques, ce sont des risques qui mettent en danger, qui représentent des menaces pour des systèmes. En l'occurrence, je m'intéresse aux sociétés humaines en tant que système, donc pas mal d'éléments en interaction vis-à-vis des autres, ce sont des systèmes complexes. Voilà. Donc ce sont des risques qui mettent en danger l'ensemble du système, ou en tout cas de grosses parties, mais aussi, parce que ça c'est la partie conséquence, mais aussi la cause. C'est-à-dire ce sont des risques dont la cause elle-même est systémique. C'est-à-dire ces risques proviennent de la manière dont le système fonctionne. Voilà, donc c'est là-dessus que je travaille. Et derrière, donc les stratégies de résilience, on en parlera un petit peu, j'imagine, des choses qu'on peut mettre en place à différentes échelles en réalité, mais moi je trouve que ça se joue essentiellement pour nous, pour la plupart des gens, au niveau territorial, des choses qu'on peut mettre en place pour atténuer les risques et s'y adapter d'une manière digne. Et c'est ça qui est intéressant. Quand tu parles de la partie territoriale, on va le voir au niveau alimentaire, je pense que là il y a pas mal d'actions qui peuvent être mises en place. C'est un point d'entrée riche et précieux. Ouais. Aujourd'hui, selon toi, quelles sont tes actions et surtout quels sont les enjeux systémiques auxquels on est confronté à terme, voire peut-être aujourd'hui, on va dire? Oui, c'est ça. C'est pas que à terme. Déjà, à terme de quoi, mais non, oui. Dès aujourd'hui et même en fait depuis un certain temps, on aurait dû mettre en place des changements. On l'a pas fait. Et le fait de ne pas le faire fait que les problèmes s'amplifient. Et donc, on va être confronté à des problèmes sérieux. Je peux même dire graves dans les décennies qui viennent. Alors là, je vais lâcher ça un peu comme un pavé dans la mare. Je ne peux pas développer parce que ce n'est pas le cadre ici pour le faire. Logiquement, ce que je vais dire là, c'est l'aboutissement d'une demi-heure, trois quarts d'heure de présentation quand je donne une conférence. Donc là, pour que les gens arrivent à comprendre ce que je dis, il faut quand même poser beaucoup de préalables. Donc là, je n'ai pas le temps. J'en renvoie les gens vers une des conférences qu'ils pourront trouver en ligne. On pourra mettre en lien d'ailleurs peut-être une conférence référence là-dessus. Volontiers. Voilà, comme ça ce sera un peu plus clair parce que là ça va faire peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués à ce que je raconte, ça va être un peu la douche froide. Mais bon, allons-y. Les conclusions, enfin les premières conclusions, parce qu'après je ne m'arrête pas là, mais les conclusions de mon travail sont que nous allons vivre, quoi qu'on fasse, ce n'est pas une question de volonté politique, de merveille technologique ou que sais-je. Nous allons vivre dans les prochaines années et surtout décennies une descente énergétique et matérielle. C'est-à-dire que nous allons avoir en moyenne mondiale, avec des disparités, beaucoup d'inégalités comme toujours, mais tout le monde va le subir. Peut-être pas au même moment, mais in fine, tout le monde va le subir. Nous allons avoir moins d'énergie disponible et pas le même niveau, pas le même type, pas la même qualité d'énergie. Et nous allons avoir moins de ressources, de matières premières, pour résoudre toujours plus de problèmes, parce que ça va se faire sur fond à minima, de changement de régime climatique. Et puis tu sais aussi que sur la question de la biodiversité, c'est un véritable effondrement et que ça a des conséquences aussi sur nos sociétés. Donc sur fond d'une disruption de ce qu'on appelle le système Terre, en fait on est en train de dégrader de manière sérieuse ce qu'on peut appeler par analogie avec l'astronautique. Alors l'astronautique, c'est quand on envoie des vaisseaux dans l'espace. Et donc par analogie avec ça, on peut appeler ça les systèmes de support de vie de la planète. On est en train de les dégrader et pour certains de manière irréversible. Il se trouve que, juste pour terminer cette analogie vite fait, il se trouve que sur un vaisseau spatial habité, donc par exemple la Station spatiale internationale, il y a des systèmes de support de vie, tout ce qui maintient le niveau d'oxygène, le niveau de dioxyde de carbone, la température, la pression, et puis et puis recyclage de l'eau et des déchets, etc. Et toutes ces choses-là sont absolument vitales. Donc c'est contrôlé en permanence. Si dans l'atmosphère, à un moment, il y a 0,1% de CO2 de plus que ce qu'il devrait y avoir, c'est un problème majeur. On arrête tout ce qu'on fait et tout le monde se focalise là-dessus. Voilà. Au niveau de la planète entière, qui est un vaisseau spatial dont on est les passagers, qui est dans l'espace, voilà. Au niveau de la planète, on est en train de faire ça à grande échelle et personne ne réagit, enfin si quelques-uns, mais pas assez.
Donc aujourd'hui, voilà, on est dans cette situation qui a une grande descente énergétique et matérielle sur fond de disruption des systèmes de support de vie de la planète, avec ce que ça va inclure, et c'est déjà le cas, de catastrophes écologiques et avec des effets sur les sociétés humaines, avec des phénomènes de raréfaction et de pénurie qui vont entraîner des déstabilisations locales ou plus larges, avec des conflits. Et ça, je pense pouvoir dire que ça, c'est la base. Certains disent carrément tout va s'effondrer. Je ne suis pas dans cette optique-là à 100%, même s'il y a des choses qui vont s'effondrer. D'ailleurs, juste une parenthèse par rapport à ça, moi je t'avais découvert à travers une des vidéos où justement tu modélisais en fait les différents schémas possibles de rupture un petit peu. Et, exactement. Et celle-là, elle m'avait profondément marqué. Alors, je suis tous les jours dans la littérature scientifique sur le sujet et l'angle d'attaque que tu as eu par rapport à ce discours m'a vraiment marqué, donc bon, c'était une petite parenthèse. Bah, du coup, je vais continuer de répondre à ta question parce que tu m'as demandé ce que je faisais, tu m'as demandé c'était quoi mes actions. Mes actions, bah, mes actions, c'est précisément de faire ce genre de choses. Après, j'y réussis pas toujours de manière éclatante, mais en tout cas, mon action, c'est un succès quand même. Oui, modéré. Non, mais mon travail consiste à essayer de faire de la pédagogie déjà sur ces sujets, c'est-à-dire trouver des nouveaux angles et nouvelles accroches pédagogiques qui permettent de rendre accessibles des concepts extrêmement compliqués. Enfin, complexes en tout cas, et souvent aussi compliqués, même si ce sont deux choses différentes. Et donc celle-là, c'est une vidéo qui s'appelait Next, peut-être que tu mettras le lien en dessous. Donc peut-être que celle-là, effectivement, a eu un petit succès. Parce qu'en réalité, la courbe, elle n'a pas cette tête-là. La courbe, elle a cette tête-là. Elle ne continue pas à monter, elle est en train de stagner à beaucoup d'égards. Et surtout, la biocapacité, elle n'est pas là. La biocapacité, elle est là. C'est-à-dire que ce que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que ça fait longtemps qu'on a dépassé la limite. Quand on regarde les travaux du Global Footprint Network, les gens qui ont créé l'indicateur d'empreinte écologique et de biocapacité, qui ont créé le mode de calcul, pas le concept, mais le mode de calcul, et quand on regarde leurs études, ce qu'on voit, c'est que la courbe de l'empreinte écologique a dépassé la courbe de la biocapacité au début des années 70. Je travaille sur beaucoup d'autres choses et comment on explique aux gens. Donc ça, c'est un travail de pédagogie, j'ai envie de dire. Maintenant, ce travail de pédagogie, il faut quand même être clair. Si je suis vu par 100 000 personnes, ça ne sert à rien. Enfin, si, c'est pas inutile, mais on est... Rapporté aux enjeux, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, moi, je sais très bien que la population qui me suit, elle ne dépasse pas 100 000. Donc je manque de visibilité. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Bon, passons. Donc aujourd'hui, mon travail, en tout cas, c'est d'essayer de faire en sorte, comme je ne touche qu'une population limitée, et donc des gens qui, pas forcément me suivent tous, mais en tout cas qui sont un peu sensibilisés à ces sujets, mon travail c'est d'équiper ces gens d'outils dont ils vont pouvoir se dire « Ah, ça, je vais moi-même ensuite le partager avec des gens qui ne s'y intéressent pas. » Donc toucher le deuxième cercle, quelque part. Voilà. Bon. Et ça c'est intéressant parce que je fais le rapport un petit peu avec l'alimentation, où là pour le coup on a très bien objectivé que c'est vraiment l'influence du premier cercle qui va déterminer des actions beaucoup plus systémiques. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que 100 000 personnes ou autre, alors c'est trop peu et ça je suis complètement d'accord avec toi, mais malgré tout, en fait ça crée une dynamique qui a été objectivée comme étant efficace. Alors là je parle sur le côté purement alimentaire, mais de toute façon, est-ce qu'on a d'autres choix en soi que ça, hormis des enjeux politiques et... Non, mais bien sûr. À l'échelle individuelle. On fait au mieux avec les outils et les moyens dont on dispose. Voilà, donc ça c'est un petit peu, après si tu veux, ce que je fais après au quotidien, parce que ça c'est sur quoi je travaille. Et ce que je fais, c'est que je donne des conférences, j'interviens comme consultant, expert, je donne des formations aussi, je forme les élus à la résilience territoriale avec un focus sur la résilience alimentaire des territoires. Voilà. Et puis accessoirement, voilà, j'essaie, comment dire, je suis aussi mobilisé, ou en tout cas je suis impliqué dans un travail de fond pour préparer certaines formes de mobilisation, parce qu'il va falloir qu'on se retrousse les manches maintenant sérieusement. Je dis ça à toi, mais surtout à tous ceux qui nous regardent. Concrètement, pour toi, quelles mesures on peut mettre en place, autant à l'échelle individuelle, justement, voire collectif, et est-ce que ça fait l'objet d'un consensus actuellement dans le milieu expert ? Alors, il y a des choses qui font consensus, plus ou moins. Enfin, consensus, c'est pas du 100%, mais il y a des choses qui, quand même, où il y a une grande convergence d'avis selon les experts. Mais
Alors justement, là, tu attires mon attention sur le fait que, comme tu l'as compris, je parlais de risque systémique tout à l'heure, moi j'ai une approche systémique. J'ai été systémicien, j'ai fait de la dynamique des systèmes. Voilà. Donc mon travail, je ne suis pas un expert ni de l'alimentation, ni de l'agriculture, ni de l'énergie, ni de ceci ou de cela. Mais par contre, mon travail consiste à relier les points entre des champs d'expertise différents, voilà, et de regarder de manière un peu méta, si tu veux, de manière un peu au-dessus, de regarder comment ces choses-là se répondent les unes aux autres, comment elles s'interagissent, et d'en tirer des conclusions. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a, et ça, c'est bien que tu me tendes la perche là-dessus, ce que je vois, c'est qu'il y a une mécompréhension fondamentale de la plupart des gens qui confondent les problèmes avec leur cause, et qui traitent uniquement les problèmes comme si c'était des problèmes absolus, alors qu'en fait ces problèmes ne sont que la conséquence d'autre chose, et on ne s'attaque jamais à la cause primaire. Alors je te fais puisque je sais que tu parles beaucoup forcément de santé, je te fais une petite analogie sur la santé, même si c'est pas une analogie très si, tout va bien. très gaie. Donc, imagine que tu as des problèmes de peau. Des démangeaisons, voilà. Et puis en plus de ça, tu as des maux de tête terribles. Et puis en plus de ça, tu as des problèmes digestifs. Bon, si tu traites ces différents problèmes comme des maux, eh ben, il y a des solutions. Je veux dire, pour le mal de crâne, tu as du paracétamol. Pour le mal de ventre, tu prends, je sais pas, une tisane à l'amande poivrée, je sais pas quoi. Pour les problèmes de peau, tu as des pommades, etc. Voilà, super. Tu peux traiter les différents symptômes. Mais si tous ces symptômes sont une seule et même symptomatologie du fait que tu as un cancer généralisé qui se déclare de plein de manières différentes, bah vas-y, tu peux soigner tous les symptômes que tu veux, le cancer est toujours là. Et aujourd'hui, tu comprends, le fait de traiter les différents symptômes et le fait de s'attaquer à la cause primaire, c'est pas juste autre chose qu'il faudrait faire en plus, c'est fondamentalement différent. Typiquement, si tu as juste des maux de crâne, traite-les, c'est très bien, et tu vivras mieux. Mais tu peux continuer à vivre pareil. Tu traites tes problèmes de peau, tu continues à vivre à peu près pareil, etc. Alors que si tu prends en compte le problème fondamental, et si tu comprends qu'il faut faire une chimio, par exemple, là tu continues pas à vivre comme avant. Une chimio, c'est autre chose, c'est ta vie entière qui change. Donc c'est des différences de nature. Et là, dans le système dans lequel on est, nous avons un problème qui est climatique, dont on parle maintenant plutôt pas mal, et c'est une réussite en soi, mais voilà, mais on est loin de l'avoir résolu. Hein. Mais bon, on essaie de s'attaquer aux problèmes climatiques, problèmes de biodiversité, problèmes de l'eau, problèmes d'accès à certaines ressources, tous les problèmes humains, problèmes de pollution, problèmes de ceci, de cela. Eutrophiation des sols, acidification. Par exemple, tous ces problèmes, il faut s'en occuper. Et certains de ces symptômes, par exemple climatiques, peuvent nous tuer. Donc il est absolument vital de s'en préoccuper. Mais même si on soignait tous ces symptômes, si on ne se rend pas compte qu'en fait ils sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils proviennent de la manière dont notre système fonctionne, et si on ne change pas le système à la base, ça ne guérira rien. Je souris. Tu comprends je suis ravi de l'analogie parce que c'est exactement celle que je donne dans le monde de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une approche qui est très allopathique, qui est très symptomatique. Tu parlais de différents troubles fonctionnels ou voire de pathologies, sans avoir une approche holistique et étiologique, c'est-à-dire de savoir effectivement quelle est l'origine de départ et quelles actions on peut mettre en place à titre préventif pour faire en sorte simplement que la biologie au niveau de la cellule fonctionne de manière optimale, ce qui fait qu'on aura un état de santé adapté. C'est donc, ça. Je veux dire, si le parallèle entre les deux, il est... Oui, c'est pour ça que je fais cette métaphore. Mais tu parles de symptomatique. Oui, on ne change quasiment jamais notre façon de vivre ou notre façon de consommer parce que ça a des problèmes, ça crée des problèmes derrière. On est juste dans l'accumulation des rustines et des traitements et on court derrière les symptômes. Alors que si on avait l'intelligence et la volonté aussi de s'y prendre à la base, hop, ça disparaîtrait. Voilà. Après, ça c'est une question, c'est une remarque qui est très intéressante justement sur la notion de est-ce que c'est simple à mettre en place? Parce non. C'est toujours cette idée d'être face à un danger qui va être concret, individuel, immédiat, et ça on sait réagir. Là on est sur des approches systémiques, abstraites, collectives, long terme, culturelles exactement, voire anthropologiques pour certaines. Donc intégrer ça pour tout le monde, c'est pas forcément évident parce que ça demande aussi de revoir finalement un système au sens du mode de vie et d'accepter qu'effectivement on peut pas continuer sur ce mode de vie. Tu parlais de rustine et finalement quelque part ça va nous conforter plutôt que de voir Oui, parce qu'on retarde le moment où on doit affronter le problème. Voilà, on le masque, on ne le résout pas, on le masque. Et de toute façon on est très fort pour ça.
Donc l'espèce humaine, elle a cru dans tous les sens du terme, économique, démographique et à tous les niveaux, elle a cru. Les activités humaines ont cru, avec un accent circonflexe sur le U, du verbe croître, on se comprend bien. Du coup, en tout cas, elle a cru pouvoir croître pendant très longtemps. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait avec la croissance? On s'est focalisé sur tout ce qu'elle nous a apporté de positif, parce qu'elle a apporté du positif, mais on a aussi occulté toutes les raisons pour lesquelles elle nous a apporté du positif. Ce n'était pas la croissance en elle-même, c'est la croissance plus tout un tas d'autres choses. Le fait qu'il y ait une redistribution, le fait qu'on développe des infrastructures clés, le fait qu'il y ait une éducation qui s'améliore, une santé qui s'améliore, et voilà, des services publics qui s'améliorent. Tout ça, évidemment, est beaucoup plus important que la croissance. Ça a été permis par la croissance, mais ce n'est pas la croissance qui a amené le positif. Maintenant, tu fais de la croissance dans un pays où la corruption est énorme, les inégalités énormes, tu pourras croître autant que tu veux, ce ne sera pas un bien. Donc la croissance toute seule ne sert à rien. Donc on s'est focalisé sur les effets positifs que ça avait eu en disant c'est la croissance, déjà en occultant le reste, et alors en occultant surtout tous les effets négatifs qu'on a mis sous le tapis. Voilà. Hop, on s'en fiche, c'est tout, oui, on pille ailleurs, mais c'est pas grave, oui, on détruit ailleurs, mais c'est pas grave, c'est pas durable, mais on s'en fout, hop, sous le tapis. On a de la marge, oui, tant qu'on avait de la marge, on pouvait croire qu'on pouvait encore continuer comme ça, sauf que là, on est aux limites planétaires, à un certain nombre d'égards en tout cas, et il n'y a plus de place sous le tapis, quoi. Ça commence à déborder et ça se voit. Un certain nombre, et puis sur la partie alimentaire en tout cas, on est sur des dépassements de capacité qui sont juste hallucinantes. Et cette notion d'anthropocène, finalement, toi tu en penses quoi, tout ça? Non, mais la notion d'anthropocène, elle est très juste dans le fond. Après, il y a un débat sur le mot. C'est exactement voilà, un débat sur la collapsologie. Voilà, donc moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Le terme anthropocène n'a pas encore, du moins, été validé. Exactement, tout à fait. Mais il est très répandu. Bon, ok, en tout cas, on est dans cette grande accélération et dans le franchissement de limites planétaires qui remettent en question, comme je disais, les systèmes de support de vie. En fait, ce qui est en train de se jouer là, pour la première fois de l'histoire de la vie, et c'est à cause de l'homme, à cause des activités humaines, ce qui est en train de se jouer, c'est l'habitabilité de la planète Terre, tout simplement, pour une grande partie du vivant, une grande quantité des formes de vie, dont l'espèce humaine. Et ça se joue dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Ça ne veut pas dire on a 20 ou 30 ans, ça veut dire qu'il ne nous reste que 20 ou 30 ans pour changer complètement le système et faire en sorte d'éviter un cataclysme. Quand je dis cataclysme, tout de suite ça fait peur, mais en tout cas des conséquences terribles. Après, je n'ai pas dit que la vie serait morte dans 20 ou 30 ans, ça c'est dans les décennies et surtout les siècles qui viennent, mais ça se joue là, dans cette première moitié de siècle. J'ai pas répondu aux mesures. Alors déjà c'est une question fleuve, la réponse est fleuve. Donc je renvoie les gens vers plusieurs choses. Et peut-être que tu voudras bien mettre les liens en dessous. Parce que c'est pas une mesure ou des mesures déjà. Il y en a plein, et si tu veux on en développera une ou deux, quoi. Mais c'est un tout. Ce qu'il nous faut, c'est véritablement un changement de système. Et donc il y a deux parties là-dedans. Il y a la partie qu'est-ce qu'il faudrait faire, et il y a la partie comment on le fait. Voilà, ce sont deux choses différentes, et j'essaie d'être force de proposition dans les deux éléments. Mais là, si je voulais développer ça, j'en prends pour des heures. Donc, sur le principe, on peut, mais... Donc je renvoie les gens vers, d'une part, le fait que j'ai construit pas tout seul, mais j'ai piloté la construction d'un programme de transition écologique pour la France. C'était en 2015-2016. Et donc, à l'époque, j'étais coordinateur national de la commission environnement du parti Nouvelle Donne. Et dans ce cadre-là, je renvoie les gens, donc on mettra le lien, à l'intérieur de ce document, il y a environ 300 propositions, mais à l'intérieur, il y a une partie sur l'agriculture notamment. Voilà, mais évidemment, c'est systémique, et c'est bien ça le problème. C'est pas une mesure, c'est une cohérence d'un certain nombre de choses qu'il faut faire sur différents fronts. Et à la fois du politique, et à la fois du citoyen, et à la fois de l'économique, et à la fois institutionnel. Il y a plein de choses à mettre en place. Et d'ailleurs, c'est souvent on va dire, envers quoi les gens vers quoi ils se réfugient, dans le sens où on se dit oui, mais ça me concerne pas à titre individuel, c'est politique, ça me concerne pas. Oui, mais là où les gens ils ont parfois raison, parfois, parce que pas toujours, on a une grande force d'action. Le fait est qu'il y a deux choses à se mettre en tête. La première chose, c'est qu'il faut construire quelque chose de nouveau. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, pour changer profondément un système, mais vraiment le changer, pas juste l'aménager vaguement comme ça. Il vaut mieux en construire un autre qui va démoder et rendre obsolète celui qui existe,
et montrer qu'il est crédible et qu'il fonctionne bien, et même si c'est une pousse, hein, même s'il est pas, il est tout petit par rapport au premier, mais s'il fonctionne bien et au test des crises qui vont venir, on voit qu'il se régule mieux et qu'il réagit mieux, pour ensuite pouvoir imaginer une bascule du plan A vers le plan B. Ça, c'est la première chose. Et pour construire cette alternative neuve, où on garde le meilleur de ce qui existe, mais on élimine le mauvais et on reconstruit, et on a une réflexion sur les besoins, sur les vulnérabilités, sur les valeurs également qui sont celles qui nous rassemblent le premier, ce qui n'est pas évident comme débat, c'est très philosophique, mais globalement, pour faire ça, c'est nous qui avons ce pouvoir-là. On se dit, non mais c'est les politiciens qui, c'est les riches qui. Non, les politiciens, ils ont beaucoup de pouvoir dans ce système, mais quand il s'agit d'en construire un autre, c'est à nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'au sein de ce système, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est les riches, c'est les dirigeants, c'est les décideurs qui ont ce pouvoir. Et il est facile de dire, ah ben c'est pas à nous d'agir, c'est aux dirigeants, c'est aux grandes entreprises, etc. Et c'est vrai. Et moi, je ne cherche pas à culpabiliser les gens du tout. Par contre, je cherche à les responsabiliser. Ça ne veut pas dire que tout repose sur nos épaules. Évidemment, il y a des grands changements qui doivent venir d'eux. Mais pense-t-on qu'il va venir d'eux? Donc, même ces changements-là, c'est à nous de les provoquer, de les amener à, et si besoin, de les contraindre à prendre ces changements, voire rentrer en résistance, voire les stopper. Donc, c'est à nous, un moment... C'est comme si tu veux, pendant la Seconde Guerre mondiale, attention, point Godwin, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale de dire, ah ben non, le problème il vient des autorités, le problème il vient de l'envahisseur, c'est à eux de changer. Ben oui, enfin, concrètement c'est à nous de faire changer l'envahisseur, de rentrer en résistance, et politiquement également d'œuvrer, etc. Voilà, je voulais dire ça. Attends, juste un truc. Donc, je renvoie les gens vers ce que je disais, le lien vers ce que j'avais écrit pour Nouvelle Donne, mais aussi derrière, j'ai été directeur programme de Charlotte Marchandise-Franquet, qui était, beaucoup de gens n'en auront pas entendu parler, mais qui était une candidate citoyenne à la présidentielle 2017, et c'est moi qui ai piloté l'écriture de son programme, qui était un programme de transformation multisectorielle de la France. Okay. Donc là, je renvoie aussi vers ça, parce que vous allez voir, c'est très riche. Il y a énormément de choses là-dedans. C'est un document. C'est un document, il est accessible en ligne. Voilà, puis une ou deux autres choses, éventuellement, que je peux mettre. Donc déjà, pour les propositions, sans y répondre maintenant, je renvoie vers plein de choses qui ont été faites à ce moment-là. Mais pour terminer de répondre, je dirais qu'effectivement, moi, je travaille sur un cadre méthodologique pour organiser le changement. Les solutions, je ne peux pas donner les solutions et dire à tout le monde ce qu'il devrait faire, parce que il y en a des milliers déjà, et puis ça dépend de plein de facteurs qui sont très locaux, très localisés. Donc moi, je ne peux donner que des grands principes généralistes, et quelques exemples, évidemment. Et tu parlais beaucoup aussi de la forme, c'est-à-dire la façon de raconter, raconter alors des ça, c'est autre chose, mais oui, ouais. mais ça fait partie des différents leviers qu'il faut actionner. Ouais. Tu veux que je développe là-dessus? Rapidement, oui, je veux bien. Ouais. Disons que, non, quand même, je te dis mais effectivement, moi, je considère qu'il y a 8 champs d'action, on pourrait dire, qui doivent être menés en parallèle. Et je te les cite très brièvement, je ne vais pas développer, mais je fais que les citer. Le premier, c'est la réaction. Comment tu organises une réaction? Déjà, c'est un sursaut qui se passe dans la tête des gens, etc. La deuxième, c'est comment tu réimagines. Donc là, c'est là-dessus que tu m'interpelles, sur comment, effectivement, tu joues sur les imaginaires, par exemple, notamment avec des récits, mais comment il y a des choses qui relèvent de la culture. Oui, plus que d'histoire, c'est des récits. Ça. Voilà. Donc, il y a cette dimension-là. La troisième dimension qui est extrêmement importante, c'est la réorganisation à plein d'égards du système existant. On ne peut pas le faire disparaître, on ne peut pas le changer, mais on peut jouer dessus et faire en sorte quand même qu'il y ait des choses qui soient possibles pour aller dans le bon sens plutôt que dans le mauvais. Mais ça ne suffira pas, il faut très bien se dire. Et c'est parce que ça ne suffira pas que la quatrième partie, c'est le fait de résister. Il faut rentrer aujourd'hui dans une forme de résistance, avec un grand R. Je fais vraiment référence à ce qu'ils ont fait dans la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire... faut y aller, quoi. Il y a des choses qu'il faut stopper. Quelque part, heureusement, tu n'es pas le seul à dire ça, et je crois que c'est finalement, quand on parle de consensus, quelque part, s'il y a quelque chose qui apparaît commun, c'est... Je suis pas sûr, parce que bon, il y a eu un appel. Forcément dans nos... On est peut-être biaisé parce qu'on lit, dans nos visions. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt dans une logique réformiste, incrémentale, où on change des petits morceaux, alors que là, je te parle vraiment de s'organiser, si besoin, en cellules de résistance et d'aller s'affronter. Bon, je termine sur les 8 dimensions. Ensuite, il y a une notion de régénération, comment tu régénères les systèmes naturels, le vivant, etc., les communautés humaines aussi. Il y a une question de refondation, et là, c'est là, de créer quelque chose de nouveau. Et à l'intérieur de ça, dans les nouveaux systèmes qu'on crée, la résilience
est une notion extrêmement importante, mais c'est qu'une des dimensions, mais elle est quand même fondamentale. Les deux dernières dimensions sur lesquelles il faut jouer, c'est la notion de reliance, comment on travaille ensemble, comment on organise un travail collectif, et enfin la notion de rayonnement. Une fois que tu as fait ça, et aussi à ton niveau, il faut que ça rayonne, c'est-à-dire que ce soit inspirant et que ça diffuse pour aller inspirer d'autres choses ailleurs. Voilà, ça, c'est les 8 dimensions, selon moi, sur lesquelles il faut travailler. Bon, donc j'essaie d'être force de proposition dans ces 8 trucs-là. Donc c'est pour ça que je ne vais pas tout développer maintenant. J'écris un bouquin où je vais développer un peu plus, mais il ne sera pas sorti avant au moins 6 mois. Alors du coup, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet qui est le mien, qui est le côté alimentation, voire le modèle agricole. Justement, dans tout ce que tu as évoqué, aujourd'hui, pour toi, quelle est la position du modèle agricole, au sens quelle est sa part de responsabilité et tu parlais du côté territorial aussi, quelles actions on peut imaginer. Juste avoir ton point de vue en fait, sur la place du modèle agricole aujourd'hui dans tout ce qu'on a évoqué. Alors, mon point de vue, c'est une façon de parler, parce que j'ai pas un point de vue, ex nihilo. Non, ou ta façon de l'intégrer dans... Oui, c'est plutôt ça, parce que je me réfère effectivement à des travaux d'autres personnes qui sont des experts. Enfin, globalement, alors, cette question, et tu as raison, déjà, très honnêtement, ce n'est pas commun de relier l'alimentation à l'agriculture. Ça peut paraître bon sens. Et puis tu rajoutes la santé ou la nutrition. Alors oui, alors là, déjà, effectivement. Donc là, on est vraiment sur une approche un peu systémique. Et rien que ça, par exemple, je ne sais pas si tu sais que l'alimentation a été considérée comme un SAIV, c'est-à-dire un secteur d'activité d'importance vitale en France. Donc il faut, dans les cas difficiles, pouvoir sauvegarder à tout prix l'alimentation. Mais pas l'agriculture. Non, la partie production, non, c'est ex nihilo, ça arrive comme ça. Voilà. Dans des petits paquets bien préparés. C'est ça, non, c'est totalement fou. Il n'y a rien sur la... Bon, bref, passons. Donc il y a... non, ça a une importance majeure. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau mondial, même si évidemment il y a de grosses disparités selon les endroits, au niveau mondial, le système agricole est un des, si ce n'est le type d'activité humaine qui a le plus d'impact destructeur sur le système Terre, sur le climat, la biodiversité, n'en parlons même pas. C'est pour le coup le changement d'affectation des sols, qui n'est pas que l'agriculture, mais une grosse partie c'est l'agriculture. Les polluants, tous les intrants. Et la pollution font partie des plus gros impacts, notamment sur la biodiversité également. Donc c'est une catastrophe. Alors que c'est fou parce que dans d'autres... Il y a d'autres considérations, par exemple en énergie. En énergie, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de solution parfaite en énergie. Si tu as de l'énergie avec des combustibles fossiles, c'est atroce d'un certain nombre de points de vue, notamment climatiques. Mais si tu bascules ça vers, on va faire l'énergie différemment et on va la faire avec des renouvelables, entre guillemets, pour le coup, tu déplaces le problème, tu ne le résous pas. Donc, pareil pour le bâtiment, pareil pour l'habitat, pour des notions de mobilité, dans tous ces champs-là. C'est de toute façon des compromis. Dans le secteur agricole, on sait faire pour basculer du registre des problèmes au registre des solutions. On sait le faire. Objectivé en plus. Voilà, c'est possible. Il suffirait d'eux. Voilà. Donc cette question agroalimentaire, elle est à la fois absolument indispensable et majeure sur le plan écologique. Elle est indispensable et majeure sur le plan de la santé humaine, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui est globalement malsain, alors qu'il pourrait être sain, on sait faire quand même. Et je te coupe à ce niveau-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que de toute façon, les solutions, elles convergent, c'est-à-dire qu'on parle du côté environnemental, du côté du bien-être animal et du côté nutritionnel au sens de l'humain. De toute façon, les actions qu'on peut mettre en place seront vertueuses dans tous les niveaux. À quelques exceptions près. Je parle du côté nutritionnel, parce que j'ai mon filtre, on va dire. Mais, donc, il y a certains cas, mais on ne va pas rentrer là-dedans, où aller vers plus d'écologique ou vers plus n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour le bien-être animal, ou alors, bon bref, mais globalement, oui, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est surtout environnement, nutrition. En fait, moi, c'est forcément les deux. Non, mais tu as raison, voilà, il y a juste des exceptions. Oui, donc non seulement c'est absolument vital, en plus, tout animal, enfin tout animal peut-être pas, mais quasiment tous les animaux, en tout cas les mammifères dont on fait partie, on est des tubes digestifs avec des trucs autour. Il y a une entrée, une sortie. Non, moi je me vois beaucoup comme un tube digestif sur pattes. Après, le microbiote est au cœur du système. Donc D'accord.
On est des écosystèmes. Oui, exactement. On parle beaucoup de dolobionte. Je ne sais pas si c'est un terme. Je connais le nom. En fait, cette notion, alors, puis là, je ne vais pas développer tout ça parce que ça prendrait du temps, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui mettent en évidence l'intérêt du microbiote sur notre santé, et donc de l'écosystème entre l'humain et le monde bactérien, viral aussi, parce que ça, on en parle peu. Et on sait notamment à travers nos mitochondries, qui est un ancêtre bactérien en tant que tel, hein, quand on ne va pas parler de prokaryotes, eucaryotes, mais on a eu cette endosymbiose de la mitochondrie qui est venue se loger dans une structure cellulaire, ce qui a donné les eucaryotes. Et on sait que ces mitochondries en fait interagissent à travers différents processus que je ne vais pas développer là, avec le microbiote en particulier, et que ce microbiote interagit avec l'environnement au-delà de l'homme, au-delà de l'hôte en tant que tel. Et c'est là où on parle d'holobionte. C'est qu'on voit qu'il y a une adéquation. Tu peux me redéfinir l'holobionte, c'est ce système d'environnement en dehors de l'humain, et de synergie entre différentes populations. Et là, en l'occurrence, l'hôte, le microbiote et l'environnement qui va interagir sur le microbiote qui lui-même interagit et agit en fonction de certains fonctionnements cellulaires. Après, ça peut vite devenir complexe, mais c'est passionnant parce qu'en fait, ça nous dresse énormément, ça nous redonne de l'humilité par rapport à la biologie. C'est-à-dire que là aussi, on a considéré que la cellule, la structure humaine, elle était au cœur du système. Oui, alors que c'est pas vrai. Voilà. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais on m'avait expliqué que si tu mettais un humain dans un mixeur, ce que je ne recommande pas de faire, si tu mettais un humain dans un mixeur, que ça faisait une bouillie et que tu prenais une cellule au hasard dans le jus, dans la bouillie qui en résulterait, tu avais moins d'une chance sur 10 de tomber sur de l'ADN humain. D'accord, voilà. Ok, je ne connaissais pas cette expression. Donc, que c'était essentiellement des bactéries. Petite parenthèse d'ailleurs à ce niveau-là, c'est que pareil, mitochondrie. La mitochondrie est la seule organite qui n'a pas d'ADN au sens... pardon, je dis n'importe quoi. Qui est le seul organite qui a un ADN complètement indépendant, qui est d'ailleurs d'origine maternelle, et donc qui a un fonctionnement autonome qui va interagir avec l'ADN nucléaire. Et ça, c'est passionnant, parce que justement, quand on voit l'interaction entre finalement quelque chose qui n'est pas le noyau, et qui détermine en grande partie notre santé. Après, je m'arrête là parce que... Oui, arrête là, mais on en apprend tous les jours. Je n'avais jamais entendu ça. Je te remercie. Donc tu me disais, pour revenir au modèle agricole, donc effectivement, il y a une approche là encore systémique à avoir. Hein. Comme tu disais, c'est l'agricole, c'est l'alimentation, et ça c'est très culturel, beaucoup culturel. C'est très multidimensionnel, ça aussi. Et puis il y a aussi la partie santé. Bon, tout ça devrait pouvoir s'organiser ensemble. L'humain pense qu'il est très évolué, mais il n'arrive pas à faire ça. L'humain est très... il suit la pente de plus forte déclivité. Et puis, alors que la permaculture, on a quand même montré l'agroécologie, il y a pas mal de... Mais l'agroécologie fait partie évidemment des clés. Alors, agroécologie, agroforesterie. En fait, sur le plan technique, sur le plan de qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme pratique, plus que technique purement, parce que la permaculture, c'est pas que des technique. C'est vraiment une conception, une organisation, mais globalement, on sait faire effectivement pour prendre ce qu'il y a de meilleur dans les logiques écosystémiques qui existent, recréer même des dynamiques écosystémiques. Et bon, bref, donc si tu fais de l'agroécologie, de l'agroforesterie, du maraîchage sur sol vivant, notamment urbain, périurbain, et peut-être avec une végétalisation vivrière des agglomérations, des ceintures vivrières, ceintures maraîchères, comme on dit des fois, tu mets de la permaculture là-dedans, et au final, sur les pratiques agricoles, on sait aujourd'hui que le labour, c'est une catastrophe. Voilà. Donc ça tue le sol. Et en plus, avec le compactage qui vient des machines agricoles. Et à l'inverse, ça paraît inconcevable de la part d'un agriculteur qui est sur un modèle conventionnel de pas retravailler la terre. Non, mais il ne sait même pas faire. Ouais. Il y a aussi un problème de compétentiation, j'ai envie de dire. Puis on veut dire de culture aussi, autour de la profession. Aujourd'hui, très honnêtement, les gens qui sont en tout cas la plupart, j'ai eu l'occasion d'en croiser, qui sont vraiment dans le modèle agricole dominant, ceux qui sont vraiment allés à fond là-dedans, ne connaissent rien et se foutent totalement de l'écologie et des logiques, et n'ont aucune... ils sont vraiment dans une guerre contre la nature. Voilà. Ils vont la dompter, ils vont la dominer, et dès qu'il y a un truc qui les emmerde, hop, quick. Et c'est n'importe quoi. Et puis par rapport à ça, j'ai un ami qui est Olivier Clerc et qui m'a fait prendre conscience de la terminologie de l'exploitation agricole. Oui, l'exploitant. C'est juste incroyable quand tu réfléchis. Il y a eu des paysans
il n'y en a presque plus, la paysannerie a été tuée par ce système. Ce système, c'est quoi? C'est tellement pas rentable parce qu'on s'est laissé avoir, on s'est laissé faire et dominer par des logiques de marché avec des prix des denrées qui sont internationaux et donc on a de la compétition parce que le pétrole aujourd'hui coûte encore, ça ne va pas durer, il coûte rien et donc ça coûte pas cher de faire venir un truc de l'autre bout du monde. On se retrouve en compétition avec des gens qui sont à l'autre bout du monde avec évidemment des normes environnementales et humaines des fois qui sont ridicules. Donc on ne peut pas lutter sur certaines choses. Donc du coup on est subventionné à mort pour pouvoir tenir. Mais il n'y a que les gros qui peuvent s'en sortir, les petits paysans meurent, à grande surface, monoculture parce que c'est plus simple, une perte de diversité à la fois culturelle et nutritionnelle et de goût dans ce qu'on mange, une uniformisation des cultures qui est certes optimisée du point de vue économique, mais du coup qui est une catastrophe à la fois du point de vue écologique et à la fois en termes de résilience, c'est-à-dire que notre sécurité alimentaire n'est plus assurée et donc notre souveraineté alimentaire derrière non plus, c'est n'importe quoi, voilà, c'est absolument n'importe quoi. Il y a énormément de choses à faire pour favoriser et inciter soit au retour à la terre, soit simplement au fait d'aller à la terre d'une plus grande population dans des conditions qui sont meilleures. J'avais notamment travaillé sur un modèle qui consistait à dire quelles étaient les 7 grandes parties sur lesquelles il faudrait aujourd'hui rétribuer les agriculteurs. Et je vais te les dire, je les avais notés parce que je ne les ai pas tous en tête là comme ça, mais je vais te les dire. Les 7, c'est 1, la production alimentaire, 2, la régénération écologique, on pourrait les rémunérer ou les rétribuer d'une certaine manière pour ça. 3, c'est l'enrichissement du patrimoine génétique via la création de nouvelles variétés par OGM. Non, pas par OGM, du coup, comme ça s'est fait depuis la nuit des temps, j'ai compris. L'entretien du patrimoine naturel et des paysages, 4. 5, la bonne santé des gens. On devrait rétribuer quand les gens produisent des choses qui sont de bonne qualité, également nutritionnelles et pour la santé. 6, on pourrait les rétribuer pour la transmission de leur savoir et de leur savoir-faire, parce qu'on a besoin qu'il y en ait. Aujourd'hui, les gens ne savent plus faire pousser une pâquerette. Et 7, l'amélioration de la résilience des territoires, notamment pour ceux qui font de la distribution locale également, sur là où ils sont. Parce qu'aujourd'hui, également ça c'est quelque chose que je voulais pointer, aujourd'hui, comme tu le sais très certainement, on est dans un système qui est dirigé par en fait un principe économique qui a été développé par David Ricardo qui s'appelle je ne trouve plus le terme. Je peux pas t'aider. Si, je vais te le dire. C'est la théorie de l'avantage comparatif qui fait que dans le modèle économique, comme justement on est en compétition les uns avec les autres, les territoires sont en compétition, chaque territoire s'est spécialisé sur le ou les quelques domaines dans lesquels il a des raisons d'être compétitif, on va dire. Et du coup, l'essentiel, donc chaque territoire produit des choses, la diversité culturelle est très faible, ou variétale. Et donc au final, la plupart des choses qui sont consommées, il y a des pays qui échappent à cette règle, mais en France, dans les pays développés comme le nôtre, c'est le cas, la plupart des choses qui sont consommées localement viennent d'ailleurs, et la plupart des choses qui sont produites localement vont ailleurs. C'est absolument ridicule. Voilà. Moi, j'ai étudié, juste pour la petite histoire, j'ai étudié les circuits alimentaires autour de Bordeaux, et j'ai vu que Bordeaux, c'est un territoire très agricole, sauf que c'est essentiellement du pinard. Et des pesticides qui vont avec. Oui, en plus. Donc c'est très très bien hein, le vin, sauf que ça nourrit pas son homme complètement. Donc ils importent notamment de Marmande et du Marmandais, qui est à une centaine de bornes, un peu moins. Ils importent beaucoup de fruits et légumes. Et environ 85% des fruits et légumes qui vont de Marmande à Bordeaux, alors qu'entre les deux, il suffirait de suivre la Garonne et d'envoyer des péniches, donc 85% passent par Rungis. Non mais c'est absurde, quoi. C'est là aucun sens. C'est comme moi en tant que breton, quand tu vois la pêche qui est amenée directement à Rungis pour être reproposée localement. Voilà. Et il y a pire. Les compléments, sans parler là aussi trop longtemps, mais dans les compléments alimentaires, parfois tu as des capsules d'oméga 3 qui sont donc issues d'une pêche locale, qui vont aller à l'autre bout de la planète pour être désodorisées, mises en capsules, etc. pour que tu le retrouves dans une pharmacie. Et ensuite, je sais. Le non-sens du... J'avais lu des choses sur les écrevisses écossaises, c'est n'importe quoi, qui font 60 000 km, un truc comme ça, avant d'être consommés. Non-sens. Voilà. Bon, donc on est dans un système fou. Sur le plan agricole, en tout cas, il y a des méthodes et des pratiques qui existent et qui permettent quand même de changer énormément la donne si on s'en donnait les moyens. Mais il y a un problème de compétence, effectivement, et de volonté. Et puis il y a un problème de rapport de force et d'acteurs majeurs, d'industriels, de lobbies. Voilà. Aujourd'hui, on a un système agricole dans les pays développés, dans les pays riches, je voulais dire. On a un système agricole qui est sous perfusion permanente d'intrants agricoles qu'on ne sait pas produire nous-mêmes, de pétrole, de la semence jusqu'à la fourchette,
de subventions, d'une main-d'œuvre étrangère. Pour nous, c'est surtout Europe de l'Est et un peu le Sud, Maghreb, mais une main-d'œuvre étrangère hyper spécialisée, saisonnière, à bas coût, parce que sinon, il n'y a pas assez de Français qui peuvent faire le truc, d'une machinerie. La plupart des machines, on ne les fabrique pas nous-mêmes, avec ce que ça implique également de pièces de rechange et de logiciels, etc. Et tout ça, on est totalement tributaire. Le jour où un de ces maillons de la chaîne d'approvisionnement dont on dépend pour notre production de bouffe, le jour où un de ces maillons se grippe, or on voit bien en ce moment, il y a pas mal, pour des effets des fois structurels, des fois conjoncturels, mais il y a pas mal de pénuries en ce moment au niveau mondial. La France est un pays, là je parle de la France, mais évidemment il faut également parler du reste du monde, mais là, la France est un pays très agricole, on se dit il n'y a pas de problème, on est tellement dépendants et tributaires. Et à ce sujet, on a un rapport qui est tombé il y a un peu plus de 2 ans, en début 2019, qui s'appelle le rapport Heat-Lancet, qui est un ensemble d'experts scientifiques qui ont donné finalement des solutions pour concilier les aspects environnementaux et nutritionnels, collectifs et individuels, alors qu'il y a eu le mérite, pas d'être d'un pavé dans la mare, parce que c'est des données qu'on connaissait déjà, il n'y a rien de nouveau en soi, mais au moins ça a permis de mettre sur le papier, avec une forme de consensus, ces éléments-là. C'est intéressant. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a des nuances qu'on pourrait apporter, notamment sur l'aspect du mode d'élevage et de l'influence des fameux ruminants sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la biodiversité, également la notion de territorial et d'achats locaux ou pas. Juste par rapport à ça, toi, est-ce que tu as peut-être des petites précisions à apporter ou ton regard sur ces éléments? Déjà le rapport, je l'ai lu, mais je ne le connais pas non plus sur le bout des doigts. C'est très nutrition pour le coup. Ouais, mais c'est très nutrition, mais j'ai apprécié la dimension systémique justement de cette chose-là, où on va intégrer à la fois les questions d'écologie et même de système Terre, qui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, aller regarder la science du système Terre, en tant que tel déjà c'est systémique. Et petite parenthèse d'ailleurs, l'étude est accessible gratuitement, ce qui est assez rare pour les études scientifiques, donc vous pouvez le télécharger. Je mettrai le lien d'ailleurs. Mais par contre, ça a été traduit ou pas? Non, c'est en anglais. Alors il y a eu une synthèse française, mais qui reprend pas tous les éléments, et malheureusement, comme tout le temps, c'est dans le texte original qu'on a quand même toutes les nuances. Mais donc effectivement, moi j'avais lu en anglais, mais le truc est que donc j'apprécie cette dimension systémique, environnement, santé, à la fois la production, la consommation. Maintenant, effectivement, je vois ce que tu pointes certaines limites du fait qu'il y a des spécificités et des nuances qu'il aurait fallu apporter, qui sont des nuances avec un niveau de granularité supérieur, au niveau local notamment. Oui, et puis qui ont des effets significatifs. Oui, c'est ça. C'est pas anodin. Un local, plus 2 locales, plus 3 locales, plus 150 locaux, je sais pas comment. Au final, effectivement, ça finit par faire une différence qui n'est pas forcément négligeable. Donc oui, on peut pointer ça du doigt comme limite à l'exercice. Il procède plus par grande généralité. Maintenant, j'ai trouvé quand même que le constat, je l'ai trouvé excellent. Il faut un constat, un état des lieux, qui est simplement une synthèse de ce qu'ont dit les différents scientifiques, les différents travaux scientifiques de référence dans les sujets qu'ils incorporent. Et personnellement, j'avais fait aussi de mon côté une grosse partie de ce travail à ma façon, et c'est totalement convergent. C'est pas parce que c'est convergent que je trouve ça bien, mais c'est de la manière dont ça a été fait, c'est très intelligent. Je trouvais ça très bien. Après, là où j'ai moi personnellement, j'ai deux critiques, on va dire. La première critique, c'est que dans leur rapport, ils parlent de stratégie. Et d'ailleurs, ils en établissent, je crois, 5. Oui, il y a 5 stratégies. Puis tu parlais de gouvernance, d'avoir un chapeau un peu de... Bon, je te laisse, pardon. Non, mais là, moi où j'ai été déçu, c'est que pour moi, c'est pas vraiment des stratégies, ce qu'ils se mettent en place. C'est des objectifs. Ils ont 5 objectifs majeurs stratégiques. Il faut les atteindre pour ensuite que globalement, ça converge vers quelque chose de cohérent, durable, sain et d'ultime. Donc, mais c'est pas justement comment tu fais. C'est bien gentil de dire il faut faire ça. Alors attention, on peut pas non plus. Moi, j'aime pas qu'on me reproche. Enfin, j'aime pas qu'on vienne me critiquer sur ce que je n'ai pas dit, parce que je ne peux pas tout dire. Oui, puis il est déjà conséquent pour le coup. Il a vraiment beaucoup de mérite sur le contenu. Exactement. Donc c'était peut-être pas l'objet de ce rapport, mais par contre c'est sur le phrasé, quoi. Ils appellent stratégie, ce qui à mes yeux n'en est pas. C'est plus des objectifs à atteindre. Alors ils sont très bien, je trouve globalement leurs objectifs. Mais la deuxième critique que je voudrais formuler peut-être, c'est que justement ces objectifs, c'est un peu ce que je disais avant. Ces objectifs, ils partent du principe. Je ne pense pas que les gens qui ont écrit ça soient naïfs, mais disons que ces objectifs ne sont atteignables que si plus ou moins tout le monde, en tout cas tous les dirigeants, tous les décideurs,
sont à la fois informés, compétents, j'ai presque envie de dire, en tout cas très très bien conseillés, très très bien entourés, responsables, bienveillants, au service de l'intérêt général, de surcroît l'intérêt général durable, tu vois, dans la durée, etc. Bon, on n'en est pas là. Et au final, franchement, j'ai trouvé quand même que c'était une très très bonne étude, et même si j'entends ce que tu dis sur les limites de l'exercice, je trouve que c'était une excellente étude. Et je recommande d'ailleurs aux gens de lire au moins le résumé au début de l'étude. Mais c'est en anglais, alors soit vous passez ça dans un traducteur automatique, ça fait un peu de temps quand même. Non, mais il y a des versions françaises, mais moi je ferai quelque chose, je pense. Ah bon, ok. Si tu le fais, tu me dis, et moi je diffuserai. Bon voilà, c'est vraiment, je pense, d'intérêt général quand même, cette étude, elle est très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Un dernier truc. Je voulais quand même dire que il va nous falloir à un moment donné tout de même des nouveaux institutions, je ne sais pas si c'est le mot, mais comme tu parlais de chapeau, là en tout cas, des nouveaux dispositifs de gouvernance pour organiser tout ça à une échelle idéalement globale, voilà. Parce que sinon, ça va être dénué d'une politique nationale, sans parler du côté économique, mais qui ne soit pas sous l'égide ou sous l'influence d'un pays par rapport à un autre. Ouais. Mais ça impliquerait aussi, c'était une des choses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce qu'il fallait faire des choix, je n'ai pas pu non plus tout développer, j'aurais eu 36 trucs de plus à raconter, mais ça fait partie quand même des choses sur lesquelles moi je mets l'accent, à savoir, il y a des choses essentielles, on peut appeler ça les communs, et parmi les communs, il y a notamment des choses extrêmement vitales dont tout le monde a besoin pour vivre, et ça peut être le foncier nourricier, la terre qui produit notre bouffe, l'eau, les semences, pourquoi pas des semences paysannes, mais plein d'autres choses. Bon bref, il y a certaines choses qui sont, j'ai presque envie de dire sacrées, en tout cas qui devraient l'être ou le redevenir, et qui devraient être aujourd'hui sortis, sauvés, protégés des logiques de spéculation, des logiques économiques, des logiques de marché habituelles. Parce que c'est complètement fou de gérer bon. Mais, une fois de plus, il n'y a pas de réflexion vraiment approfondie, philosophique et d'implication politique majeure sur une discussion collective sur la hiérarchie de ce qui est important et les choses qui sont sacrées auxquelles on ne touche pas, et puis là où on peut s'amuser, entre guillemets, à faire de l'argent. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une coordination nationale, parce que ce qui va se passer, au final, tant que ce n'est pas le cas... Ou international. Et international. J'ai dit national ? National. Je voulais dire international. Ce qui va se passer, si ce n'est pas le cas, et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin, hélas, c'est toujours la même chose. Tout à l'heure, je te parle d'une descente énergétique et matérielle, du fait qu'on aura moins d'énergie, moins de besoins, moins de matières premières pour plus de besoins. Cette descente énergétique et matérielle, aujourd'hui nous pourrions théoriquement comprendre qu'on n'y échappe pas, parce qu'il y a des débats qui sont faussés entre faut-il croître ou peut-on croître, ou est-on obligé de décroître, donc croissance versus décroissance, etc. Ce débat est totalement faussé. Aujourd'hui il ne s'agit pas de choisir si on doit continuer de croître ou décroître. Nous n'avons pas le choix. Je ne parle pas d'économique, même si c'est lié. Je parle que la descente, les flux d'énergie et de matière vont diminuer. Ils commencent à le faire et ça va s'accélérer dans les prochaines décennies. Donc, soit on comprend que ça peut s'anticiper, se planifier jusqu'à un certain point et se piloter jusqu'à un certain point dans la dignité si on faisait ça avec intelligence et décence. Soit on continue sur nos logiques actuelles, croyant qu'on peut continuer de croître. Ce qui va se passer, c'est qu'on va se prendre une décroissance forcée, chaotique, dans la panique, parce qu'on ne l'aura pas préparé. Et ça va être pire, bien pire. Et dans ce contexte-là, ça va être toujours la même chose. Au moins au début, il y en a qui, c'est valable au niveau national et au niveau planétaire, ce que je dis, c'est-à-dire dans un même système, au sein d'un même système, on va avoir des choses totalement absurdes, totalement secondaires, gadgets qui vont continuer pour quelques-uns à fonctionner, pendant que la base vitale pour la grande majorité des autres n'est pas assurée. Et c'est atroce, c'est atroce. Voilà ce qui va probablement se passer. Mais là où, dernière chose, là où les riches, on va dire, et les puissants se trompent, c'est qu'ils pensent peut-être être les gagnants de cette affaire et tirer leur épingle du jeu. Et oui, ils vont le faire quelques années, mais quelques années. Ça va les atteindre directement aussi. On parle parfois d'une génération d'avance. Peut-être une génération de décalage. Je pense même pas qu'ils vont gagner une génération. Oui, et puis plus on avance, et plus de toute façon le délai se restreint. Exactement. On voit l'effet, tu parles sans parler des boucles de rétroaction ou autre, mais on sait qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas modélisables. Il y a des choses qui s'accélèrent. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, on pourrait continuer, et je pense qu'on est deux passionnés chacun dans nos sujets, et puis finalement très complémentaires. Vas-y.
Non. Ah bon. Non, je ne suis pas passionné par ce que je fais, Ah bon. je le précise. Ok, ouais. Je fais ce que je fais parce que je sais le faire et parce que je pense qu'il faut le faire. Ouais. Alors en tout cas, tu le dis avec une forme de passion, en tout cas d'enthousiasme et conviction. Exactement. Voilà. Merci, c'est exactement le cas. Donc, je te remercie vraiment sincèrement parce que ton temps est précieux. Donc, je suis vraiment très ravi qu'on ait pu le faire. Non, moi aussi. Vraiment. Et est-ce que en termes d'actu justement ou autre, tu en es où là actuellement? Alors actu, oui, alors je suis en tournée dans toute l'Europe, une série de concerts. Non, bien sûr que non. Non, j'ai actu. Vas-y, pardon. Non, j'ai éventuellement deux actus. Il y en a une qui est très humble, qui est que je pense en novembre, allez au pire décembre, j'ai un rapport qui va paraître que j'ai écrit pour la ville de Bordeaux, qui m'a commandé un rapport sur la résilience du territoire autour de Bordeaux. Voilà. C'est un rapport que j'ai écrit il y a 1 an déjà. Il met du temps à être mis en forme, etc. Bon, bref. Voilà. C'est pas quelque chose qui va... Quand je dis que ça va paraître, c'est pas un livre qui va se vendre. Hein. C'est un rapport qui va être rendu public, qui sera accessible à tout le monde. Et à l'intérieur de ça, une partie des thématiques qui te sont chères, sur lesquelles tu travailles, vont être abordées, avec quelques propositions également là-dessus. Et sinon, surtout l'an prochain, mais à une date que je ne saurais dire, parce que c'est une conversation qu'il faut avoir avec l'éditeur et articuler ça avec le calendrier de la présidentielle, c'est pas évident. Voilà. Mais en tout cas, à un moment, l'an prochain, j'ai un essai qui va paraître. Et voilà, j'espère que... Je serais impatient de le lire en tout cas. Bon, voilà, j'espère qu'il fera avancer un peu le schmilblick. On verra bien, faut qu'il se vende. Merci en tout cas. Non mais merci à toi, c'était un plaisir Anthony.